la rétrospective de la semaine. Cette pose de première pierre de la statue de Thomas Sankara, qui marque le début de la construction du mémorial, traduit une volonté de ressusciter l'homme. À en croire les organisateurs, ce monument qui va être érigé au sein du Conseil de l'Entente est tout un symbole. Bernard Sanou, président du Comité international mémorial Thomas Sankara. Aujourd'hui, les héritiers, amis, sympathisants et la nation tout entière veulent le faire renaître de ses cendres. Et où sur le site du Conseil de l'Entente, où un jeudi dans l'après-midi, il est sorti de la salle de réunion à côté, les mains en l'air, et il a été fauché par des balles assassines et traîtresses. Ce chef-d'œuvre qui va être fait à partir du bronze a été confié à l'artiste sculpteur Jean-Luc Bambara pour sa réalisation. Le monument en hommage à Thomas Sankara est symbolisé tout simplement par une statue géante de 5 mètres en ronde bosse. C'est-à-dire quand on parle de ronde bosse dans notre jargon, c'est une statue où on peut tourner autour. En deuxième phase, la statue sera montée sur un socle en béton d'une hauteur de 3 mètres. Et aussi, ces 12 camarades qui ont été fauchés avec le camarade capitaine seront aussi réalisés en bronze à partir de la technique de la cire perdue. Cette cérémonie a été également l'occasion de procéder à la dédicace du livre intitulé Thomas Sankara, les témoignages en toute vérité, écrit par le journaliste Charles Kendrebeogo. Ambiance Tour pour la paix et le civisme. C'est autour de ce thème que va se dérouler la tournée du groupe musical Campus Ambiance. Cette tournée gratuite qui se fera dans les différentes universités publiques et privées du Burkina se veut être une manière de sensibiliser les étudiants au respect des aînés. Pour ce groupe, le respect des aînés est un facteur indispensable de réussite. Sébastien Banou, alias Banou, lead vocal du groupe. Le respect des aînés est égal à la réussite. C'est vraiment ça. Parce que ce thème-là trouve ses ramifications aussi dans la paix, la question de la paix et du civisme aussi. On parle du civisme, c'est vraiment dans une approche très théorique. Mais nous sommes des chanteurs, on ne sait que chanter et faire de l'humour. Si à travers notre chanson et notre humour, on peut parler de paix, passer ce message-là, c'est vraiment un pari pour nous. À en croire les organisateurs, il sera également question au cours de cette tournée de mener différentes activités auprès des jeunes. Ce qui va se passer, c'est 2h30, il y aura un panel échange et puis des témoignages et des aînés qui sont des modèles de réussite et qui vont partager une certaine expérience avec les jeunes frères. Et en deuxième partie, il y a le spectacle offert par Campus Ambiance avec beaucoup d'humour, la parenthèse plaisanterie, la question du respect des aînés, la question de la paix et du civisme, mais abordé vraiment dans un ton humoristique. Cette tournée se fera dans 6 villes avec un budget estimé à plus de 26 millions de francs CFA. Pour son 3e jour d'audition, le journaliste Adama Ouedraogo Damis est resté sur ses positions de départ, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas les faits et impute la responsabilité de tous ces événements au lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida et ses soutiens au sein des organisations de la société civile. Damis refute également avoir rédigé ou amendé le communiqué du Conseil national de la démocratie, lu par le lieutenant-colonel Mamadou Bamba. Pour Maître Guy Hervé Kam, avocat de la partie civile, le fait que l'accusé ait eu une concertation avec le général Diendéré avant le 16 septembre pour trouver des griefs politiques et le fait qu'il soit parti au camp Nabakom 2 dans la nuit du 16 septembre entre 23h et 23h30 montre qu'il a participé à un complot et donc pénalement responsable des meurtres et coups et blessures volontaires. Interrogé sur le fait qu'il aurait proposé de racheter les motos incendiées à la radio Omega, Damis explique qu'il s'agit d'un de ses amis hommes d'affaires qu'il a contacté pour lui demander de rentrer en contact avec les journalistes de cette radio pour leur proposer de nouvelles motos. Toute chose que la partie civile trouve suspecte et pense plutôt à une tentative de faire disparaître des éléments matériels de preuve. Beaucoup de journalistes me connaissent, j'ai rendu d'énormes services à certains de mes confrères pour qu'ils achètent des véhicules, des motos ou qu'ils construisent leur maison, a-t-il déclaré. Il ajoute qu'il considère les propos de Maître Guy Hervé Kam et ceux de Maître Séraphin Somé d'élucubration d'avocats aux abois. Le deuxième accusé à être appelé à la barre était Lassina Ouedraogo, lui aussi journaliste de profession. Constatant qu'aucun chef d'inculpation n'est cité dans son dossier, le ministère public a demandé au tribunal de déclarer son incompétence pour l'écouter. Pour son conseil, Maître Solange Zeba, la demande de nullité de la procédure engagée contre son client a été rejetée à plusieurs reprises. Pourtant, l'arrêt de mise en accusation, selon elle, montre qu'il n'y a pas du tout de charge contre son client.
C'est pourquoi Maître Solan Zeba a demandé au tribunal d'abréger le préjudice en le mettant hors de cause. Après cette intervention, le président du tribunal a fait appel à un autre accusé, comptable de profession et militant du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Minata Gelware est poursuivi pour les faits d'attentat à la sûreté de l'État, de coups et blessures volontaires, de meurtre et de dégradation volontaire de biens. Des faits que l'accusé refute. Dans sa relation des faits, elle explique qu'elle était à son domicile dans la journée du 16 septembre où aux environs de 16h30, elle voit à la télé une bande-annonce indiquant que le Conseil des ministres a été perturbé et les autorités de la transition mis aux arrêts. Au même moment, des appels à la mobilisation sont lancés pour s'opposer aux coups de force. C'est ainsi que, selon ses dires, en tant que deuxième secrétaire national chargé du mouvement associatif, elle décide avec 3 de ses camarades de se rendre à la radio Omega pour passer un communiqué appelant les populations à rester chez elles. Le lendemain, lorsqu'elle apprend à travers le communiqué du CND qu'il s'agit d'un coup d'État, elle s'exclame de joie en disant, je cite, « Waouh, voici des gens qui veulent la démocratie véritable au Burkina Faso ». Fin de citation. Minata Gelware et ses camarades produiront un deuxième communiqué pour appeler les populations à soutenir, selon elle, le D, c'est-à-dire la démocratie. Si elle reconnaît avoir fourni des renseignements à l'adjudant-chef Moussa Nebie Dirambo, elle nie toutefois s'être rendue à Zorgo où la radio Lafi a été incendiée. Pourtant, plusieurs de ses co-accusés soutiennent qu'elle était bien de la partie et que c'est même elle qui aurait mis le feu à la radio. L'interrogatoire de Minata Gelware se poursuit ce mardi à partir de 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. À l'instar de l'audience précédente, Aminata Gelware nie toujours s'être rendue à Zorgo pour l'incendie de la radio Lafi, en dépit des déclarations de Sanou Ali, Olo Stanislas Poda, Moussa Nebie Dirambo lors de leur interrogatoire au fond. À travers une photo, Sanou Ali dit avoir reconnu Aminata Gelware. Celle-ci ne l'entend pas de cette oreille et dit attendre qu'on lui présente la photo. C'est ce qu'a également exigé son avocat, Maître Kientar Bumbu. Pour ce qui est des accusations de meurtre, coups et blessures volontaires, le parquet lui demande si elle a eu écho des morts. J'ai su qu'il y a eu des morts, mais je n'ai pas su qui a tué. Avez-vous soutenu le coup d'État? Non, répond-elle. J'ai exprimé mon opinion politique, j'ai appelé à soutenir l'inclusion pour des élections libres et transparentes. L'avocat de l'accusé, quant à lui, a soulevé un certain nombre d'irrégularités dans la procédure d'arrestation de sa cliente. Pendant la procédure, elle a vu tous ses droits violés, a-t-il affirmé, ce que le parquet et la partie civile désapprouvent. Maître Kientar Bumbu va même estimer que l'infraction qu'on attribue à sa cliente n'était pas constituée. Il justifie cela par le fait qu'étant donné que le parquet n'arrive pas à identifier les auteurs des meurtres, il veut accuser tout le monde. La deuxième personne à être appelée à la barre est accusée d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires. Il s'agit de Léonce Koné, par ailleurs président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP à l'époque, des accusations qu'il nie formellement. Il déclare avoir été informé par son beau-frère Herman Yameogo de rumeurs faisant cas de coup d'État le 16 septembre 2015. C'est le lendemain 17 septembre qu'il va avoir la confirmation. Ayant constitué une délégation, ils sont allés à la rencontre du général Gilbert Diendéré. Cette délégation se composait entre autres de Maître Herman Yameogo, Achille Tapsaba et René-Émile Kaboré. Au cours de cette rencontre et toujours selon Léonce Koné, le général Gilbert Diendéré a déclaré que le coup d'État était une initiative de jeunes et qu'il a décidé d'assumer le coup. L'accusé affirme qu'un certain nombre d'explications leur ont été fournies par le général qui a déclaré que la transition avait pris la mesure d'exclure toute une frange de la classe politique du Burkina Faso au motif que ceux-ci ont soutenu la modification de l'article 37. À cela s'ajoute selon lui l'empêchement du vote des Burkinabés de l'étranger et la loi sur l'armée. Au cours de l'audience, l'accusé a déclaré avoir cautionné le coup d'État. Il affirme même qu'il a eu un coup d'État pendant l'insurrection populaire. Il pose ainsi la question suivante. Est-ce que le parquet a pris des sanctions contre les généraux Honoré Nabéré Traoré et Yacouba Isaac Zida? L'accusé a aussi ajouté qu'ils ont reçu 50 millions en provenance de la Côte d'Ivoire
qui leur a été remis par Diendéré. Ces fonds, selon lui, visaient à soutenir leurs actions politiques. Comment cet argent est arrivé à Ouaga, interroge le parquet. L'accusé dit n'avoir pas de réponse. Le parquet est également revenu sur le rapport d'expertise du téléphone de Léonce Koné. S'il y a des messages qu'il reconnaît, il dit rejeter d'autres. L'audience a été suspendue et reprend ce mercredi 17 octobre à partir de 9h. L'audition de Léonce Koné s'est poursuivie ce mercredi. Il est resté campé sur sa position d'avoir cautionné le putsch car celui-ci visait à prendre en compte leurs préoccupations, à savoir ce qu'il appelle l'inclusion de ceux qui avaient été exclus par le code électoral en son temps. La partie civile qui fait cas d'une déclaration du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP en date du 20 septembre 2015 et qui manifestait son soutien total et son entière solidarité au Conseil national pour la démocratie CND, trouve paradoxal que malgré la feuille de route qui avait été adoptée suite à la réunion des émissaires de la CEDEAO et qui avait convenu que les militaires cèdent le pouvoir à un civil, le CDP ait poursuivi son soutien au CND. S'agissant de l'expertise du téléphone de Léonce Koné, ses avocats remettent en cause celle-ci, déclarant que l'appareil n'a pas été sous-scellé. Par conséquent, ils considèrent qu'il y a bel et bien eu manipulation. À ces propos de la défense, la partie civile réplique en demandant à l'accusé s'il a formulé des réserves ou des demandes de contre-expertise. Léonce Koné répond par la négative et la partie civile de conclure que l'expertise est régulière. À propos des 50 millions reçus et qui provenaient de la Côte d'Ivoire, les procès-verbaux déclarent que cet argent est arrivé via hélicoptère qui transportait du matériel militaire. La dite somme avait été transféré par le général Vagondo Diomandé, chef d'état-major particulier du président ivoirien. Pourquoi avoir transféré l'argent par ce canal, demande le parquet. Parce que les banques étaient fermées, répond l'accusé. Il faut aussi noter que Léonce Koné est accusé également de complicité de coups et blessures volontaires. Il réfute ces accusations. Pendant le putsch, j'ai exprimé des opinions politiques et de façon pacifique. C'est contraire à ma culture politique, déclare-t-il. Soutenant leurs clients, les avocats de Léonce Koné vont demander au parquet d'apporter des preuves. L'accusé a aussi pointé du doigt ceux qu'il qualifie d'adversaires politiques d'avoir été partisans de la violence. Il prend à cet effet en exemple son domicile qui a été saccagé à Banfora et la mort d'un des militants du CDP au moment des faits. Il estime qu'on s'acharne plutôt sur lui et ses militants tout en laissant les autres qui, selon lui, ont été aussi auteurs de violences. L'audience a été suspendue et va reprendre le vendredi 19 octobre 2018 à partir de 9h. La session de restitution des résultats au troisième passage du Burkina Faso au cycle de l'examen périodique universel EPU ouverte ce 16 septembre 2018 va permettre au ministère en charge des droits humains de porter à la connaissance des acteurs nationaux les différentes recommandations. Selon le ministre de tutelle René Bagoro, ces recommandations invitent pour la plupart à améliorer le cadre juridique. Ces recommandations étaient au total 204, mais pour la plupart, c'est des invites à poursuivre, notamment à améliorer le cadre juridique, à par exemple la question de l'éducation aux droits humains, la question du droit à la santé. Et donc ce sont des recommandations que nous avons acceptées. Par exemple, 184 ont été acceptées par le Burkina. Il y a une vingtaine de recommandations que le Burkina pour le moment a mis en réserve. Il sera également question au cours de cette session de réfléchir sur le plan d'action de mise en œuvre des dites recommandations. Nous envisageons les voies et moyens pour la mise en œuvre des recommandations. Nous devons avoir une stratégie de mise en œuvre et tous les ministères, toutes les institutions et même les entités privées comme les OEC y interviennent. Et donc il s'agira de voir quelle pourrait être la part de chacun. C'est le début d'une réflexion, mais ça va être des échanges vraiment de propositions pour nous permettre de commencer déjà à préparer ce plan d'action de mise en œuvre. Ce sont au total 6 sessions de restitution qui vont être organisées dans différentes villes au profit des acteurs intervenant dans le domaine des droits humains.
Les textes de loi élaborés en 2015 qui favorisent la liberté de la presse et l'épanouissement des journalistes dans leur travail d'informer comportent des insuffisances. La tenue de cet atelier permettra de relever les incohérences spécifiques à chaque texte de loi et formuler des propositions de correction. Pour Jean-Claude Médard, président du comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo, cet atelier vise à corriger ensemble les lacunes que nous relevons dans ces textes-là, à la lumière donc de notre connaissance de ces textes et à la lumière de la pratique journalistique. Beaucoup de journalistes déjà ont été poursuivis et condamnés sur la base de ces textes et cela nous a amené à déjà réfléchir à comment on peut retourner voir les législateurs pour combler ces insuffisances-là, qui sont quand même des entraves pour le plein exercice du métier du journaliste. En ce qui concerne l'aboutissement du plaidoyer, Jean-Paul Toué, juriste et facilitateur de la relecture des textes, est confiant. Les plaidoyers vont aboutir de la même manière que les plaidoyers du centre ont abouti en 2015 et ont abouti à l'adoption de 4 textes de loi. Je suis conscient qu'il y a des difficultés, mais ces difficultés peuvent être relevées. À en croire les organisateurs, toutes ces démarches permettront de mettre à la disposition du Centre national de presse Norbert Zongo un document contenant les insuffisances des différentes lois sur la presse adoptées en 2015. Loré est un village situé à quelques 5 km de la ville de Manga. C'est dans cette localité que l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ a choisi pour lancer sa 4e édition de sa caravane jeunesse 2018 de Loré à Bagré dans le Boulougou en passant par Nagarégré dans la province du Zunwego. C'est le même objectif qui est poursuivi selon le vice-président de l'ODJ, sensibiliser et susciter le veille de conscience des populations afin de mieux les permettre de poser les problèmes qu'ils rencontrent. Mohamed Traoré, vice-président de l'ODJ. Les objectifs fixés par notre organisation, l'ODJ, c'est de sensibiliser les populations. Il faut que nous organisons des caravanes pour pouvoir accéder à la population et véhiculer nos messages et les faire comprendre les réalités de ce pays-là. Et en fait, la caravane est aussi une formation pour la population. Les populations, quant à elles, ont profité de cette occasion pour relever les problèmes qu'ils rencontrent. L'accaparement des terres, les déguerpissements, l'exploitation minière par des sociétés étrangères, la répression sont entre autres préoccupations soulevées à Loré et à Nagarégré. À Bagré, la difficulté majeure se trouve au niveau de l'accaparement des terres cultivables et des villages pour l'agrobusiness avec l'arrivée du projet Bagré Pôle. Dieudonné Barbonnet, secrétaire général de l'ODJ Bagré. C'est Bagré Pôle qui nous fatigue ici. Ils occupent nos terres sans dédommagement. Ici à Bagré, nous produisons le riz et le prix nous est imposé. Les intrants sont très chers. On nous vend le sac d'engrais à 20 000 francs et on nous impose un prix de 150 francs le kilogramme. Ça n'arrive même pas à pouvoir à nos besoins. Et encore, on nous envoie aussi de l'engrais pour la culture du coton et on paie le coton à 250 francs le kilogramme. Souvent, les paysans vendent leur coton et l'argent vient tard. Et quand l'argent vient, il faut encore vendre les animaux pour aller rembourser des crédits. L'autre préoccupation, l'électricité se produit à Bagré. Et jusqu'à présent, le seul village de Bagré, c'est Dirlakou qui a l'électricité. Tous ces problèmes vraiment nous préoccupent. Après Loré, Nagarégré et Bagré, le cap sera mis sur les villages de Laongo, Yargo et Kaibo dans les provinces du Kourichenga et du Zunwego. Les nominations des responsables de différents services et offices de l'administration douanière sont bloquées, confient les responsables du syndicat national des travailleurs des douanes Sinatrag au cours de ce point de presse. Certains douaniers exigeraient des modifications avant toute signature des actes irrélatifs, explique Boubié Bazemou, secrétaire général adjoint du syndicat, qui dit percevoir en cette situation une prise d'otage de l'administration. En plus des probables conséquences qu'ils redoutent sur les recouvrements de recettes au profit du budget de l'État, les responsables du Sinatrag notent que la situation risque de mettre à rude épreuve la cohésion au sein de l'administration douanière, voire occasionner une déliquescence de la douane. Outre cela, les travailleurs disent payer déjà le prix de cette situation à travers les affectations qui ne sont toujours pas effectuées, contrairement aux années antérieures où elles interviennent avant la rentrée scolaire.
Pour le syndicat des travailleurs des douanes, il faut craindre des manœuvres dilatoires avec pour objectif de jeter le discrédit sur l'administration douanière aux fins de recourir à nouveau à des sociétés d'inspection privée contractantes. En tout état de cause, le Sinatra dénonce ce qu'il qualifie de prise d'otage des nominations qui, pour lui, s'apparente à une politisation. Le syndicat dit inviter le gouvernement à accompagner l'administration des douanes et à se départir des nominations que les travailleurs des douanes estiment iniques, partisanes et complaisantes. Le gouvernement ne cesse de s'immiscer dans les affaires syndicales. C'est la conviction des responsables du syndicat national des gardes de sécurité pénitentiaire SINA-GSP. Ils ont dénoncé également la non-effectivité jusqu'à ce jour des décrets d'application relatifs à leur avancement et signés par le président Roch Kaboré depuis décembre 2017. Le syndicat des GSP se plaint également que des directeurs de maisons d'arrêt acquis à la cause du ministre en charge de la justice selon eux, à l'instar de celui de Waïgouya, menacent et injurient des agents. Le secrétaire général de SINA-GSP, Abdoudraman Tchombiano, a noté que les militants du syndicat sont victimes d'affectations arbitraires. Nous avons remarqué ici que nos militants qui sont dévoués là, lorsque tu dénonces un comportement qui n'est pas du tout en adéquation avec les règles, ben on t'affecte. C'est ça qui nous fait dire que c'est des affectations arbitraires. En cette période d'insécurité, les responsables du SINA-GSP s'indignent que les gardes de sécurité pénitentiaire ne soient toujours pas dotés de matériel conséquent pour mieux assurer leur mission. Nous avons une unité spéciale dénommée la brigade d'intervention rapide qui a beaucoup de missions. Entre autres, ils sont chargés de partir amener les présumés terroristes djihadistes au niveau de la prison de haute sécurité. Nous vous assurons que cette unité-là n'a qu'une seule pick-up pour faire ce travail. Le reste des véhicules, c'est des véhicules pourris du ministère là, qu'on a pris prendre, essayer de raccommoder en bas là, pour dire que voilà, c'est pour vous. Et c'est comme ça qu'ils travaillent, avec des moyens très dérisoires. Et on veut la compétence dans ça. Lui et ses camarades déplorent aussi l'état des maisons d'arrêt dont certaines d'entre elles ne respectent toujours pas les normes requises en termes de sécurité. C'est au vu de tout cela qu'ils disent interpeller le gouvernement à prendre ses responsabilités. Le livre Enquête de progrès social, combat d'un militant se veut être un récit de vie qui décrit les épreuves de la vie militante de Aruna Togouyeni au sein d'organisations syndicales et politiques. Pour l'auteur, cette œuvre est un devoir de mémoire à l'endroit de la postérité qui, selon lui, a besoin de repères. En écrivant ce livre-là, moi j'ai envie que les jeunes qui viennent après nous, qui sont là aujourd'hui, puissent les capitaliser. Parce qu'ils ont besoin de se baser sur l'expérience de leurs aînés. Si nous n'écrivons pas, comment vont-ils faire? Ils seront obligés de repartir à zéro et refaire certainement les mêmes erreurs que nous avons faites dans le passé. Dans son livre, Aruna Togouyeni explique ses divergences d'opinion avec le Parti communiste révolutionnaire voltaïque PCRV, parti clandestin dont il dit avoir été militant. C'est la vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous évoluons, la situation évolue, la situation sociale, la situation économique, et nous-mêmes, nous évoluons. Et quand vous regardez aujourd'hui la configuration internationale, ça peut vous amener à douter, n'est-ce pas, de vos premières fois, de vos premiers engagements. Aruna Togouyeni est professeur de sciences physiques. Il est par ailleurs porte-parole du patronat burkinabé et élu consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina.